Donc, on va évoquer deux grands sujets pendant ce webinaire, ce qui va nous prendre 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, plus un petit retour de questions auxquelles on répondra. Donc, une première partie qui est d'évoquer le décret éco-énergie tertiaire, qui est un décret qui oblige à des actions de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, et ensuite une solution pour répondre à ce décret éco-énergie tertiaire, solution mise en place par le CICECO, qui est le service SME pour suivi et management de l'énergie. L'objectif aussi de ce webinaire, il est double. La première, c'est, comme j'ai dit, évoquer cette obligation de décret éco-énergie tertiaire et surtout permettre de répondre à cette question, est-ce que la collectivité est assujettie par un ou plusieurs de ces établissements à l'application du décret éco-énergie tertiaire? Et ensuite, la deuxième chose, c'est bien évidemment de présenter la proposition de service du CICECO pour les collectivités. Et si vous êtes assujetti au décret éco-énergie tertiaire, eh bien de fixer rendez-vous avec le conseiller d'énergie partagée. On va pouvoir démarrer donc le contexte. Pourquoi on en est à ce décret, pourquoi on arrive à ce décret éco-énergie tertiaire? C'est juste un rappel, ça fait longtemps qu'on parle d'énergie et on est très sensibilisé encore plus aujourd'hui par l'actualité l'augmentation des prix de l'énergie. Les lois, les textes européens ont été déclinés en textes français et en 2018, pour faire suite à tout ce qui avait été engagé auparavant avec les différentes réglementations thermiques, et juste petit aparté, la réglementation thermique environnementale de 2020 arrive, est présente, elle touche essentiellement les bâtiments neufs, mais pour ce qui nous concerne, les bâtiments existants, le décret éco-énergie tertiaire est issu de la loi Elan, loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement du territoire et du numérique. Un constat, pourquoi ce décret éco-énergie tertiaire? C'est tout simplement dans toutes les parts, qui consomment de l'énergie sur le territoire, vous avez la part résidentielle, bâtimentaire, résidentielle et tertiaire, qui consomme 46% des consommations nationales. Et dans ces 46%, un tiers sont consommés par le parc tertiaire. Donc, il était tout naturel d'aller vers des économies d'énergie à grande échelle, vers ce parc tertiaire. Aujourd'hui, quels sont les bâtiments concernés par l'application du décret éco-énergie tertiaire? Eh bien, en fait, il faut effectivement raisonner en surface, mais surface de partie tertiaire, secteur marchand et non marchand, c'est-à-dire que les bâtiments publics sont concernés aussi par le décret éco-énergie tertiaire, complètement, dans le cadre du secteur non marchand, et sont exclus de ce dispositif les surfaces de logement, les lieux de culte et les sites de police, de gendarmerie et de l'armée. Et encore pas leurs bureaux, les sites de sûreté, vraiment. Et quand on parle de ces surfaces et ces mètres carrés, on ne parle pas que des mètres carrés chauffés, on parle bien de mètres carrés où il y a de l'énergie. Un exemple, un hangar, alors fermé bien évidemment, où il y aurait des machines-outils ou un process et de l'éclairage, c'est un hangar qui consomme et des surfaces qui consomment de l'énergie à ce moment-là, et elles rentrent dans ces mètres carrés à compter. Et il faut faire aussi attention à une chose, c'est qu'il faut raisonner en établissement et pas seulement à l'échelle d'un bâtiment. Raisonner en établissement, ça signifie par exemple sur une même entité foncière, et c'est bien le terme entité foncière aussi qu'il faut retenir, sur une même entité foncière, vous pouvez avoir une école maternelle, c'est un exemple, une école maternelle, une école primaire, un périscolaire et un restaurant scolaire. Si chacun de ces bâtiments fait 400 à 500 mètres carrés, pris seuls, effectivement, ils sont en dessous de 1000 mètres carrés. Or, ils sont sur une même entité foncière et ils peuvent être aussi raccordés par un même point de livraison qui est gaz ou électrique. Et dans ce cadre-là, la somme de ces bâtiments est à regrouper en établissement, et si la somme de ces surfaces fait plus de 1000 mètres carrés, et c'est le cas pour mon exemple, eh bien, le groupe scolaire, l'établissement scolaire, est soumis au décret éco-énergie tertiaire. Quelques
Autre exemple, effectivement, des mairies, des bureaux et annexes qui seraient sous une même emprise, tous les espaces de rencontres, les salles des fêtes, les salles de loisirs, les salles de sport, les piscines aussi, il faut faire attention, les piscines peuvent être soumises aussi au décret éco-énergie tertiaire. Je l'ai dit, les groupes scolaires, et petite particularité que j'ai déjà évoquée, c'est les centres techniques. Hein. Vous pouvez bien sûr avoir les surfaces des bureaux des centres techniques qui sont soumis au décret éco-énergie tertiaire, mais aussi tous les hangars clos, fermés, ou les ateliers. Alors les hangars ouverts, effectivement, sont exclus, mais tous les ateliers, même s'ils ne sont pas chauffés ou chauffés à des températures de bureau, sont soumis au décret éco-énergie tertiaire. Une fois qu'on a considéré ces surfaces-là, qu'est-ce qu'impose le décret éco-énergie tertiaire? Là, on est complètement dans l'esprit du décret éco-énergie tertiaire. L'esprit du décret éco-énergie tertiaire, elle est la suivante. C'est à partir d'une année de référence des consommations énergétiques de ce patrimoine, de cet établissement, année de consommation de référence choisie entre 2010 et 2021. Donc effectivement, là, il va falloir retrouver les factures de consommation énergétique d'une année de référence. On exclut l'année 2020 parce qu'effectivement, lié à la pandémie, il y a eu très peu de consommation ou c'est pas une année significative. À partir de cette année de référence, l'objectif du décret éco-énergie tertiaire, les objectifs sont les suivants. C'est en 2030 d'avoir baissé de 40% les consommations énergétiques. Donc vous voyez, c'est tout de suite très ambitieux et c'est très proche, hein, 2030. 2040 de moins 50 et en 2050 de moins 60% les consommations énergétiques par rapport à cette année de référence. Et alors, l'objectif n'est pas seulement de les atteindre, mais il est bien évidemment de maintenir. C'est pas parce qu'on a passé une fois la ligne d'arrivée qu'on a gagné ici, il faut maintenir, il faut la repasser tous les ans, cette ligne d'arrivée en fait. Et il faut maintenir ce bas niveau de consommation énergétique. Donc ça, c'est l'esprit général, c'est avoir une baisse en valeur relative par rapport à une année de référence. Il y a aussi une autre possibilité permise par le décret éco-énergie tertiaire, parce que vous allez me dire, mais si j'ai un bâtiment qui a été rénové ou un bâtiment très récent ou un bâtiment construit l'année prochaine, ça va être compliqué de baisser effectivement les consommations énergétiques de moins 40, moins 50, moins 60%. En fait, une des deuxièmes possibilités offertes par le décret éco-énergie tertiaire, c'est d'atteindre une valeur absolue à échéance de 2030, à échéance de 2040, à échéance de 2050. Alors je précise à chaque fois les échéances parce que les valeurs absolues baisseront tous les 10 ans. Hein. Un bâtiment neuf construit aujourd'hui, eh bien, il devra aussi faire des efforts pour maintenir un niveau bas qui sera un petit peu plus exigeant dans 20 ans et 30 ans. Exemple, c'est un groupe scolaire. On va demander au groupe scolaire de baisser son seuil de consommation et son seuil de référence qui est de l'ordre de, pour nos régions, 110 kWh par mètre carré, ben de l'emmener à ce niveau-là ou de le baisser à ce niveau-là. On le sait aujourd'hui quand on fait nos bilans et les retours qu'on a, les groupes scolaires, ils consomment à peu près entre 150 et 180 kWh par mètre carré. Donc vous voyez que soit vous allez choisir de baisser en valeur relative à moins 40%, soit essayer d'atteindre cette valeur de 110 kWh qui sera rabaissée les décennies prochaines. Qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas des objectifs fixés par le décret éco-énergie tertiaire? Eh bien, la collectivité va s'exposer à deux choses. La première, ça va être le name and shame, c'est-à-dire que il y a une obligation tous les ans à déclarer les consommations énergétiques de l'établissement. Et tous les 10 ans, vous aurez une belle étiquette énergétique qui devra être affichée sur le bâtiment et qui sera accessible par l'ensemble des administrés et des personnes qui souhaitent connaître la consommation du centre commercial, par exemple, où ils vont faire les courses. Donc, effectivement, il y a déjà cette valeur et cette vertuosité qui est affichée. Et si elle n'est pas bonne, eh ben, elle sera affichée aussi. C'est le fameux pointage du doigt du mauvais élève. Les pouvoirs publics, l'État compte beaucoup sur ça, déjà, sur cette valeur d'exemplarité. J'y reviendrai. Autre sanction, c'est des sanctions financières qui peuvent aller pour une collectivité jusqu'à 7 500 € quand les objectifs ne sont pas atteints et respectés.
comment on peut moduler, c'est pas comment on peut atteindre, d'abord, c'est les objectifs qu'on a fixés, hein, de -40, -50, enfin l'esprit dans lequel on s'est fixé de baisser très fortement ces consommations énergétiques, peuvent être modulées. Vous me direz, voilà, c'est pareil, j'ai un bâtiment très ancien qui fait partie du patrimoine historique de ma commune. Je ne peux pas faire d'isolation par l'extérieur, je n'ai pas de solution pour le rénover, ce bâtiment. Je vais avoir du mal à baisser mes consommations énergétiques. Sur ce point-là, on est d'accord. Ça fait partie des particularités et des modulations possibles d'atteinte d'objectifs, c'est-à-dire que comme vous ne pouvez pas faire d'illusion par l'extérieur, effectivement, vos objectifs seront minorés. Il y aura quand même, et bien évidemment, des baisses à faire, des consommations à renseigner, mais avec des objectifs amoindris. Il y a d'autres situations aussi qui permettent de moduler les objectifs. Ça peut être un risque de pathologie très forte sur le bâtiment. Pareil, hein, on le sait, techniquement, quand on rénove un bâtiment ancien, alors généralement, c'est les bâtiments construits avant 1948, il y a des risques à isoler avec des matériaux modernes ou avec des techniques modernes, des bâtiments qui tiennent depuis 150, 200 ans. Et à ce moment-là, il y a des précautions à prendre. Et souvent, ces précautions, soit c'est des impossibilités technologiques, soit c'est des coûts de rénovation élevés. Et à ce moment-là, vous avez le droit de monter un dossier, effectivement, pour moduler les objectifs en fonction des contraintes du bâtiment. Autre chose, si la nature de l'établissement change, hein, c'était un établissement, un ensemble de bureaux, et puis finalement, au cours de vie du bâtiment, ça devient un ensemble de logements suite à une rénovation. Effectivement, il n'est plus soumis au décret éco-énergie tertiaire. Et dernier point, c'est s'il y a une disproportion manifeste entre le coût des travaux et les économies d'énergie générées. Très simplement, c'est lorsque je vais remplacer un équipement de chauffage ou lorsque je vais faire des travaux sur mon enveloppe, s'il coûte extrêmement cher, et même, je vais même ajouter horriblement cher, eh bien, ça signifierait que par rapport au coût que ça va amener, ça ne sera jamais rentable, mais ça ne sera jamais rentable au bout de 30 ans. C'est ce qu'a prévu le législateur. C'est-à-dire que isoler par l'extérieur un bâtiment et que ça me coûterait très cher, et une fois que j'ai déduit les aides, bien évidemment, si ce n'est pas rentable au bout de 30 ans, à ce moment-là, il y a une disproportion manifeste, et là, je peux essayer de la justifier. Alors, ça sera très compliqué de justifier parce que les temps de retour qu'ils ont prévus, c'est quand même des temps de retour très longs, avec des seuils assez éloignés. Je vous disais, par exemple, pour l'isolation thermique par l'extérieur ou des travaux sur l'enveloppe, il faut que ça soit rentable à plus de 30 ans. Et on le sait, quand on monte les dossiers, généralement, une isolation par l'extérieur, encore une fois, en fonction des travaux et des subventions, c'est rentable en 15-25 ans. Dans tous les cas, à chaque fois que vous souhaiterez moduler un objectif, il faudra monter un dossier technique qui sera à monter, à faire faire par soit un bureau d'études thermiques et fluides reconnu, soit un architecte pour la rédaction de ce dossier technique. Alors, comment on peut faire pour diminuer ces consommations? Alors, il ne faut pas, même si je l'ai mis tout de suite, penser qu'à cette solution de réaliser les travaux. Effectivement, ça c'est celle qui vient tout de suite en premier. On se dit, mais pour arriver à moins 40, voire à moins 60%, je suis obligé de faire des travaux. Les premières choses à faire, bien évidemment, c'est de faire une analyse de ces consommations énergétiques. Donc là, il faut se rapprocher du Conseil en énergie partagée, et on le verra dans le cadre du SME, on va pousser cette analyse des consommations énergétiques. Ça reste quand même la première chose à faire, c'est de savoir d'où on part. Ensuite, il y a des solutions dont on connaît les rentabilités assez rapides pour des coûts d'investissement relativement faibles. C'est effectivement d'adapter ses comportements, entretenir ses équipements. Dans le cadre de renouvellement, ça peut être aussi utiliser et investir dans des équipements performants. Alors, il n'y a pas que le chauffage, il y a aussi effectivement l'informatique, il y a l'éclairage. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipements, en fait. Tous les équipements en fait, qui consomment et qui produisent des kilowattheures
sont effectivement à choisir de manière importante avec des belles étiquettes énergétiques. Et autre solution, et là c'est une réflexion de fond qu'il faut mener, c'est effectivement réfléchir sur son patrimoine et voir comment on peut aménager ses locaux pour non plus avoir des mètres carrés chauffés sans utilisation, mais avoir des mètres carrés chauffés avec une utilisation complète de ces mètres carrés et mener une réflexion sur son patrimoine et revoir un petit peu effectivement l'usage et le fonctionnement de ces bâtiments. Dernier point, tous les ans, mais ça je l'ai déjà dit, il ne faudra pas oublier de déclarer les consommations énergétiques sur la plateforme Opérate. La plateforme Opérate, c'est la plateforme, c'est l'outil fabriqué et mis en place par l'ADEME pour l'application du décret éco-énergie tertiaire. C'est sur cette plateforme qu'il faudra d'abord déclarer son patrimoine, ses établissements, ses bâtiments et ses établissements, et ensuite renseigner son année de référence, et ensuite tous les ans renseigner ses consommations énergétiques. Quelques exemples d'actions aussi pour illustrer mes propos de ce qu'on peut mettre en place. Des choses simples et qui sont très vite rentables en taux de retour brut, encore une fois sans subvention souvent, et qui amènent des économies d'énergie, on voit, non négligeables, alors qui dépend effectivement de la taille du bâtiment, de là où il en est, s'il y a déjà des actions qui ont été mises en place, s'il est très ancien, s'il est très récent, etc., etc. Mais on voit que mettre en place un système de management, donc management c'est l'accompagnement en vue de diminuer les consommations énergétiques et qu'on mette sans GTB, c'est un terme qui signifie la GTB sans gestion technique du bâtiment, sans outils de mesure. On va le voir après, ça c'est vraiment l'idée du SME, c'est de mettre en place des outils de mesure, mais si on met en place un système de management, donc c'est typiquement ça, vous le connaissez pour les communes qui sont suivies en conseil en énergie partagée, on amène une économie d'énergie non négligeable qui est de 6 à 15% quand on relève ses consommations, quand on suit ses consommations et quand on élabore un plan de travaux. Quand on met un outil en plus supplémentaire pour suivre précisément les consommations énergétiques, en fait, l'économie générée est beaucoup plus importante. Alors, bien évidemment, quand on met un outil, ça coûte un peu plus cher, donc le taux de retour est un peu moins immédiat, mais il est quand même valable. Sensibiliser les usagers, ça ne coûte rien, pourtant ça amène des économies d'énergie relativement importantes. Remplacer l'éclairage ancien, lampes incandescentes, tubes néons, etc., amène une économie d'énergie. Alors, c'est des économies d'énergie, pas que sur le poste éclairage, sinon, effectivement, mettre de l'éclairage, ça divise par 2 tout de suite, voire plus, 3, 4, des consommations énergétiques sur le poste éclairage. Là, on a des économies d'énergie à l'échelle du bâtiment. C'est pour ça que ça représente que 5 à 20%. Adapter, modifier sa régulation de chauffage, la régulation de ses équipements, permet des économies d'énergie. Et après, je dirais, ces premières choses, vous voyez, ces premières actions, en fait, peuvent vous amener. Alors, on ne peut pas aussi simplement que ça additionner tous les pourcentages pour arriver à 30-40% d'économie d'énergie, mais on voit, suivant l'état du bâtiment et d'où on part, qu'on peut emmener une belle économie d'énergie avec des actions très simples. Il n'en reste pas moins que dès qu'on va vouloir aller vers des objectifs plus ambitieux, encore une fois contraints et obligés par le décret éco-énergie tertiaire, mais il va falloir revoir ces équipements, peut-être installer des ventilations beaucoup plus performantes, comme une ventilation double flux. Il va falloir forcément repenser l'isolation de son bâtiment, en restant à ce raisonnement simple, c'est que le kilowattheure qui coûte le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé. Encore une fois, c'est de ne pas avoir de kilowattheure à dépenser. Et une fois qu'on a revu, et là on est vraiment dans déjà une logique de rénovation, quand on a revu tout ce qui était consommateur d'énergie et à diminuer les consommations de chauffage, enfin les besoins de chauffage et les besoins de climatisation aussi, eh bien on regarde à installer des équipements performants à base d'énergie renouvelable. On est dans une logique qu'on appelle logique négawatt. Et aussi, autre terme, BBC compatible. On regarde d'abord son fonctionnement, ensuite on isole, ensuite on ventile et ensuite on met des équipements performants.
Un rappel sur les échéances, donc, d'application du décret éco-énergie tertiaire. Et la première, la plus importante, c'est que si vous vous sentez concerné à travers ce qu'on a déjà dit sur place, est-ce que j'ai mon patrimoine qui rentre dedans ou pas, contactez très rapidement votre conseiller en énergie partagée avant cette fin d'année, parce que le décret éco-énergie tertiaire se met en place dès début 2022. Et alors, septembre 2022, il faudra renseigner ses premières consommations énergétiques dans la plateforme Opérate. En 2026, si effectivement il y a une modulation des objectifs à prévoir, pour les raisons évoquées précédemment, il faudra avoir déposé le dossier technique. Donc, il faudra l'avoir monté avant. Et je rappelle, c'est soit un architecte, soit un bureau d'études qui pourront monter ce dossier technique. Et 2031, 2041, 2051, effectivement, c'est les limites fixées d'atteinte des objectifs et, je le rappelle, de maintien des objectifs. Et tous les ans, il faudra renseigner les consommations énergétiques sur la plateforme Opérate. Quelques petits points à retenir avant de vous laisser prendre la parole s'il y a des questions. Petite réflexion personnelle, hein, mais c'est bien comme ça qu'il faut le prendre, c'est qu'effectivement le décret, il a ce terme obligation aujourd'hui, mais en fait quand il a été rédigé, et très bien rédigé, ils ont mis du temps à le rédiger, ce texte, avec ses arrêtés, et il continue à être complété. En fait, c'est réellement une méthode de management de l'énergie et chercher à baisser les consommations énergétiques des patrimoines qui consomment beaucoup d'énergie aujourd'hui et qui sont aussi producteurs de gaz à effet de serre. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a derrière des contraintes à atteindre de baisse bas carbone en 2050, qui sont aussi très fortes. Donc un rappel, déjà, c'est qu'on n'a pas le choix. Le gros avantage, effectivement, c'est qu'on diminue très fortement et très rapidement, donc on a un bénéfice immédiat, on diminue très fortement ses consommations énergétiques, et donc on maîtrise aussi sa dépense, hein, il ne faut pas l'oublier, vu la flambée des prix de l'énergie aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand même de maîtriser son budget de dépenses énergétiques. On peut exploiter aussi les valeurs d'exemplarité du décret éco-énergie tertiaire, hein, puisque au lieu d'être pointé du doigt, et ce qui est complètement différent d'une MN chaîne, c'est de dire, ben, regardez, je peux être aussi bon élève, prendre les devants et avoir une belle virtuosité et montrer qu'effectivement la collectivité est déjà engagée dans les objectifs de diminution de gaz à effet de serre, des objectifs bas carbone et de valorisation des énergies renouvelables. Appliquer le décret éco-énergie tertiaire, ben, effectivement, participe à l'activité locale. On va faire des travaux, on va faire des améliorations et effectivement, on va faire appel aux entreprises locales. Autre point aussi qui est à prendre en considération, c'est qu'effectivement, on a ce terme d'obligation qui est fixé et posé par le décret éco-énergie tertiaire, mais en face, vous avez énormément d'incitations à faire vos travaux, alors avec des objectifs effectivement ambitieux, hein, parce que plus vous faites de travaux ambitieux, alors appelés BBC, rénovation pour les bâtiments existants, ou appelés rénovation performante pour les bâtiments existants, ou appelés bâtiments à énergie positive pour les bâtiments construits neufs, vous avez de fortes incitations par les organes de subvention qu'on connaît aujourd'hui, qui sont la DETR, la DSIL, qui porte un nom particulier, qui est la DSIL plan de relance, avec des objectifs de baisse de consommation de moins 30%, pardon, à minima. Et vous avez aussi la région Bourgogne-Franche-Comté, à travers le dispositif Épilogie, qui accompagne très fortement les projets avec des beaux taux de subvention et des beaux plafonds de subvention, à condition effectivement d'aller vers des objectifs de performance élevés et aussi d'intégrer des matériaux biosourcés. Donc, c'est une opportunité, hein, aujourd'hui. Vous avez d'un côté cette obligation, mais de l'autre côté des incitations à très vite faire des économies d'énergie. Et après, effectivement, une fois que vous avez en plus valorisé les économies d'énergie, vous pouvez les remettre dans le reste à charge qu'il y aurait sur les travaux. Face à ce décret éco-énergie tertiaire et aussi dans le cadre de son accompagnement, le CICECO
a souhaité mettre en place, et donc on est vraiment en phase de déploiement. On a déjà une commune qui nous a rejoint pour le SME. Donc on est en phase de déploiement, hein, on colle vraiment à l'actualité. Le CICECO a souhaité mettre en place son propre service de suivi et de management de l'énergie qui vient en complément de la compétence en énergie partagée. Le service SME permet deux choses, deux volets importants. Le premier, c'est effectivement d'avoir un suivi beaucoup plus opérationnel et de terrain des consommations énergétiques sur l'établissement concerné dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire. Bien évidemment, le SME s'applique aux bâtiments dans un premier temps qui sont soumis au décret éco-énergie tertiaire. Et deuxième volet important du SME, c'est l'assistance administrative, hein, puisque vous l'avez bien compris, pardon. Le décret éco-énergie tertiaire, c'est une charge supplémentaire. Il faut suivre ces bâtiments, il faut renseigner les consommations sur la plateforme Opérate. Et cette charge administrative, en fait, on se propose aussi dans le cadre du SME, du service SME, de la prendre. Il faut bien dire une chose aussi, c'est que c'est pas parce qu'une collectivité adhérerait au service SME qu'elle se dédouanerait complètement de l'obligation du décret éco-énergie tertiaire. Hein, la responsabilité reste tout de même à la collectivité. Donc les objectifs du SME, c'est répondre très clairement aux objectifs du décret éco-énergie tertiaire, c'est diminuer ses consommations énergétiques, diminuer ses productions de gaz à effet de serre et répondre aux obligations du décret éco-énergie tertiaire. C'est un service qui permet réellement aux collectivités d'anticiper toute hausse, et je dirais même d'anticiper toute baisse qui ne serait pas compris, hein, parce qu'on peut avoir effectivement des baisses de consommation énergétique, mais il faudrait comprendre pourquoi pour éviter des phénomènes rebonds. Donc c'est vraiment un service d'anticipation plutôt que de correction et effectivement d'action anticipée plutôt que de subir des coûts d'énergie ou de subir le décret éco-énergie tertiaire. Donc dans le détail, et les objectifs pratiques du décret éco-énergie tertiaire, c'est de connaître, cette fois encore dans le détail, et plutôt que de partir à l'échelle d'un bâtiment, mais d'aller chercher les consommations à l'intérieur du bâtiment, hein, et pas faire une simple lecture des factures qu'on reçoit tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans, et pas faire une simple lecture de ces factures et pas savoir de quoi est composée chaque facture. Alors, bien évidemment, ça on le sait, composé des kilowattheures, des taxes et des abonnements et des acheminements de l'énergie, mais de quoi sont faits ces kilowattheures à la simple lecture d'une facture, on ne le sait pas. Or là, l'objectif du décret éco-énergie tertiaire, c'est d'aller dans le détail des kilowattheures consommés pour aller emmener sur les kilowattheures qui consomment le plus. C'est d'anticiper, de corriger toute dérive de consommation. Hein, ce que je disais juste avant, c'est effectivement ne pas subir une augmentation, mais bien de l'anticiper. Et s'il y a une action à mettre en place qui a été identifiée, ou s'il y a un défaut effectivement de consommation qui a été vu, c'est de pouvoir le corriger et d'observer tout de suite cette correction. Ce n'est pas attendre encore une fois que la facture soit émise pour s'apercevoir que ça a marché ou pas. C'est d'optimiser aussi le fonctionnement des bâtiments qui sont intermittents. Exemple, hein, les salles pour tous ou les maisons des associations, où là effectivement vous avez pluralité d'usagers et pluralité de planning, et au lieu d'avoir un bâtiment qui est chauffé que quand il y a des usagers, en fait, qui se retrouvent à être chauffé au réglage de chacun en permanence, parce que voilà, on veut rentrer dans un bâtiment qui soit pris en fonctionnement, et en fait, il s'avère que ce bâtiment, il fonctionne tout le temps. Ça peut être aussi notre exemple d'intermittence, des groupes scolaires, où là, effectivement, on est aux vacances de la Toussaint. J'espère que les installations de chauffage sont en mode réduit pour les 15 prochains jours. De la même manière pour les week-ends. Un autre objectif du service SME, ça va être de veiller et de maintenir le niveau de performance. Alors ça, c'est important. Je l'ai dit, vous pouvez effectivement faire tous les travaux nécessaires ou mener toutes les actions nécessaires pour atteindre les premiers objectifs. C'est une ligne d'arrivée, mais tous les ans, cette ligne d'arrivée, il faut la repasser, ou il faut rester dans cette ligne d'arrivée. Et donc, il faut surveiller en permanence ses consommations et ses usages, et maintenir
un bon niveau de performance, le fonctionnement de ces équipements. Donc ça, c'est l'entretien, typiquement, et surveiller que l'entretien se fait bien. Et l'objectif final, c'est effectivement maîtriser ces dépenses. Alors, petit schéma de fonctionnement du service SME. On va partir, j'espère que vous voyez ma souris se déplacer ici, hein, d'un bâtiment d'une collectivité soumis à l'obligation du décret éco-énergie tertiaire. Alors, petit aparté, effectivement, vous avez aujourd'hui la plateforme Opérate qui est dédiée à l'application du décret éco-énergie tertiaire pour les établissements de plus de 1000 m². Mais si demain vous voulez engager une démarche sur un établissement de moins de 1000 m², 800, 900 m², et une démarche de suivi des consommations énergétiques, ben vous pouvez le faire aussi et renseigner la plateforme Opérate. Encore une fois, voilà, hein, c'est vraiment un outil qui a été mis à disposition pour baisser les consommations énergétiques. Et si j'ai un patrimoine que je veux suivre sur la plateforme Opérate et montrer que je mène des actions sur ce patrimoine, je peux le faire. Bien évidemment, vous n'aurez pas de sanctions sur ce patrimoine si les objectifs ne sont pas atteints. Vous n'aurez pas de name and shame. Encore une fois, c'est vraiment pour dire montrer son engagement, hein, et pour pouvoir le faire et pour pouvoir le suivre. Je ne vous cache pas aussi en aparté qu'ils sont déjà en train de réfléchir à baisser le seuil des 1000 m², à le baisser à 500 m². Alors, est-ce que ça sera possible? Pas possible, mais c'est déjà en réflexion. Je reviens sur mon petit schéma. Je prends un bâtiment soumis ou un bâtiment de plus de 1000 m², qui est équipé ou pas d'équipements de mesure, hein. Je conseille aujourd'hui, lorsque vous faites une rénovation, la première chose, c'est effectivement d'installer des équipements de mesure, remplacement de chaudière, d'équipements de chaufferie, des choses comme ça, ou tout équipement électrique. Sinon, on viendrait avec le service SME installer. Donc là, il y a effectivement du matériel à installer à un coût, d'appareils de mesure et de comptage à installer. Donc, possible ou pas, mais il faut faire une visite, hein, le conseil en énergie partagée doit faire une visite pour savoir ce qu'il est possible de mesurer, de compter et comment on le fait. Ensuite, on vient installer ce petit boîtier bleu là et toute cette électronique, qui est en fait un ordinateur de mesure, qui est en fait ce qu'on appelle notre fameuse GTB, hein, gestion technique du bâtiment, qui va permettre de collecter toutes les données mesurées et qui pourra aussi, si on le souhaite par la suite, faire de l'exploitation de vos installations. Et par exemple, un exemple d'exploitation, ça peut être de dire je recolle un planning des associations sur mon installation et qui va, en fonction de ce planning-là, venir piloter mes installations de chauffage ou de ventilation ou d'éclairage en fonction des plannings. Ça, c'est de l'exploitation. Une fois que ces données sont collectées par mon superviseur, hein, c'est le terme qu'on utilise dans ce cas-là, on va renvoyer en 4G ou via une box, suivant les possibilités informatiques, vers le réseau Internet. Et aussi c'est con, on va collecter en fait toutes ces informations et on va voir effectivement ces données transcrites à travers des graphes qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et de voir à travers des actions qui seraient mises en place le gain qu'on pourrait emmener. Un exemple, ici, vous avez des consommations de systèmes de ventilation qui restent en permanence. Or, les systèmes de ventilation en tertiaire, eh ben, on peut les arrêter quand il n'y a pas d'usager et les baisser, par exemple, les week-ends. Et ça, c'est typiquement ce qui est fait ici. On écrète tout ça parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser et on va vérifier effectivement qu'on a plus les consommations qui viennent de là. Là, on est dans le détail, quasiment à l'instantané, hein, au pas de 10 minutes. Hein. Une fois qu'il y a une action, un degré qui augmente ou une lampe qui s'allume, on pourrait, si on fait le relevé, tout de suite la voir en fait apparaître sur notre graphe. Donc, on est vraiment dans l'instantané du suivi des consommations énergétiques. Ensuite, ces données qu'on pourrait qualifier de brutes, effectivement, l'idée, c'est de les présenter à des usagers et de faire un bilan et de voir ce qui a marché ou pas marché aussi. Et typiquement, on crée des graphiques, hein, des postes consommateurs, de comment ça à consommer, de données chiffrées, mais beaucoup plus précises. Et là, on est dans le détail des kilowattheures consommés de notre facture. Tout ça reste à l'échelle du conseiller en énergie partagée, qui fait le suivi, qui vous alerte si effectivement il y a des surconsommations
qui seraient relevées. Alors, bien sûr, les alertes viennent à être créées avec le temps, hein, c'est pas, et elles viennent par le suivi aussi, qui peut, le conseil en énergie partagée, à travers les éléments, cette fois chiffrés et présentés, sensibiliser les usagers. Bien évidemment, dans le cadre du SME, c'est le conseil en énergie partagée qui s'occupe de la partie administrative et d'application du décret éco-énergie tertiaire sur la plateforme Opérate et de rassembler les données. Et c'est bien parce qu'on a tous ces éléments-là. Et c'est bien si on arrive à transmettre effectivement tous ces éléments-là au référent énergie. Le référent énergie qui apparaît ici est un référent, alors élu ou responsable de service ou directeur effectivement au sein de la collectivité, qui a un pouvoir effectivement de faire des actions, de mettre en place les actions qui ont été relevées par le conseiller en énergie partagée. C'est bien que le conseiller en énergie partagée ait toutes ces informations, mais là où ça ne serait pas bien, c'est que s'il n'y avait personne derrière pour les transmettre, elles seraient perdues. À ce moment-là, il n'y aurait aucune utilité à mettre en place tout ce système-là s'il y a un maillon de la chaîne qui est manquant. Une fois que le référent énergie, effectivement, donc en échange avec son conseiller en énergie partagée, récupère toutes ces informations, diffuse cette information, mène des actions avec la collectivité, un accompagnement bien évidemment avec le conseil en énergie partagée. Une fois que c'est mis en place, on va pouvoir, grâce à ce dispositif et à cette boucle vertueuse, suivre en fait ce qu'il se passe suite à la mise en place des actions qui ont été préconisées. Concernant les coûts et les gains, hein, puisque évidemment il y a un gain, mais il faut d'abord mettre en place une dépense pour pouvoir, je dirais, générer un gain derrière. Ils sont les suivants. La première chose, je l'ai dit, si vous avez bien identifié effectivement le patrimoine et s'il vous semble qu'il est assujetti ou si vous ne semble pas, mais posez la question au conseiller en énergie partagée, à l'issue de cette présentation, il faut prendre rendez-vous. Le conseiller en énergie partagée se déplace, visite le patrimoine dans le détail, effectivement, des équipements techniques et des points de livraison, et on regarde si le bâtiment est soumis au décret éco-énergie et comment on peut connaître et construire l'application qui sera faite sur la plateforme Opérate et comment on construit l'établissement et comment on construit le plan de comptage, ce qu'il est possible de mesurer ou pas. Et cette visite-là, elle prend du temps et elle ne coûte rien pour l'instant. Ensuite viendra le moment où il faudra mettre en place le SME. Donc la première année, effectivement, il y a une charge supplémentaire à mettre en place des équipements et on est réellement votre assistant hein, à mettre en place tous ces équipements. Et là, ça reprend du temps encore. Et là, la première année, effectivement, la mise en place du SME, parce qu'il y a des synoptiques à faire, à mettre en place, il y a plein d'outils à construire. Et ça coûte aussi la première année. L'installation, les équipements ici, hein, les équipements de mesure en fonction de ce qui est à mesurer, le superviseur, les synoptiques à mettre en place, tout ça représente un coût qui est variable et qui dépend effectivement de la taille de l'établissement, qui dépend des capacités de mesure sur l'établissement, qui dépend aussi des subventions dans le cadre de la mise en place de ces équipements de mesure dans ces équipements de GTB. Hein, il y a des financements qui sont possibles et mobilisables. Donc le conseiller en énergie partagée vous en parlera au moment où il y aura une restitution. Je vais venir après aux étapes. Et donc ce coût est variable. Il faut aujourd'hui l'estimer entre 3 et 6 000 euros d'installation de matériel. J'ai fait un exemple d'ailleurs avec une base de 6 000 euros de matériel à installer. Dernière chose, tous les ans, effectivement, vous voyez qu'il y a un suivi qui est à faire par le conseiller en énergie partagée, suivi d'exploitation, c'est ce que je disais en objectif général qui était le premier, et suivi administratif. Et donc tous les ans, le service par établissement coûtera 500 euros hors taxe à la collectivité. Un exemple, vous prenez un bâtiment qui consomme donc 1500 mètres carrés à peu près, c'est une école, j'ai pris l'exemple là. Dépense 15 000 euros, ce qui est peu, hein, c'est vraiment une petite dépense, hein, 15 000 euros par an par mètre carré. Au bout de 10 ans, ça fait 175 000 euros. J'ai regardé à 10 ans hein, aussi de dépenses quand on remet un petit peu de coût d'augmentation des énergies encore assez simple. Tu as dit 15 000 euros par an par mètre carré, c'est juste 15 000 euros par an. C'est juste 15 000 euros par an.
Merci, sinon ça va vite être rentable. C'est 15 000 € par an, ce qui fait 175 000 € au bout de 10 ans. Installer le superviseur et les équipements de mesure coûterait potentiellement 6 000 € la première année. Et au bout de 10 ans, le SME, donc j'ai pris quoi? J'ai pris 250 € plus 500 € x 10, coûterait 5 250 € à la collectivité. Donc on est bien d'accord, ça fait 11 250 € de dépensés. Pour gagner quoi? Rien qu'en mettant en place le SME, cela vous fait gagner. Alors, on l'a vu, je l'ai montré dans les exemples d'action, ça fait gagner, mettre en place un système de suivi énergétique avec des outils de mesure, ça fait gagner entre 10 et 25% par an, encore une fois, suivant la taille du bâtiment, suivant ce qu'on mesure, suivant son potentiel de gain énergétique au départ. On va rester sur quelque chose qui est de l'ordre de 15%. Et quand vous prenez ces 15% sur 10 ans, moins cette dépense, au final, au bout de 10 ans, 26 000 €, moins ces 11 000 € de dépenses pour mettre en place le système de suivi énergétique, et bien vous avez un gain de 15 000 € sur 10 ans. Donc, et on le voit, donc le Conseil en énergie partagée, une fois qu'il viendra vous présenter tout ça dans le détail aussi, et spécifiquement sur vos établissements, vous donnera des chiffres clés qui correspondent beaucoup plus à votre patrimoine, bien évidemment. Mais on le sait, aujourd'hui, mettre en place un SME, c'est rentable. Alors, c'est gagnant au bout de 10 ans et c'est rentable au bout de, encore une fois, suivant les projets, 3 ans, 5 ans, voilà, à peu près. Les étapes, donc, s'il vous semble que vous êtes soumis, tout de suite prendre contact avec le Conseil en énergie partagée avant la fin de l'année, je le répète bien. Pendant cette visite, il sera cartographié tous les bâtiments. Donc là, il faut effectivement visiter les bâtiments, connaître précisément leur surface, identifier leur entité foncière, commencer à récupérer les factures des consommations énergétiques et de tous les fluides, électricité, gaz, fioul, bois déchiqueté, etc. etc. Voir s'il y a des compteurs qui sont en place déjà, voir s'il y a des compteurs à remettre en place, voir la qualité des installations techniques, voir ce qu'il est possible de faire ou pas faire en termes de mesures. Le conseiller en énergie partagée revient et prépare des éléments qui seront présentés à la commune dans le détail en vue de réfléchir et en vue de permettre à la collectivité de réfléchir à l'adhésion ou pas au service SME, service de management de l'énergie. Ensuite, la quatrième étape, une fois toutes ces présentations faites, la commune délibérera et désignera effectivement un référent énergie. Une fois que la convention de service du SME est signée, l'installation technique peut se faire. On met en place le suivi énergétique et on démarre tout de suite l'analyse des consommations. On met en place les alertes aussi et on peut alerter déjà sur des consommations anormales qui seraient identifiées. Tous les ans, on refait un suivi annuel avec les petites présentations des données collectées, des données brutes collectées, avec des préconisations bien évidemment spécifiques et dans le détail à chacun des établissements, à l'attention des usagers et bien évidemment des spécifications à l'attention aussi des usagers du bâtiment. Il faut vraiment accompagner les usagers à comprendre en quoi leur comportement produit et génère des consommations énergétiques. Et tous les ans, il faudra, et ça c'est le travail du Conseil en énergie partagée, renseigner les factures de consommation énergétique sur la plateforme Opéra. Vous mettez en place des actions, des travaux, vous mettez en place des recommandations faites par le CEP, on voit si ça fonctionne, et on retourne tout de suite à l'étape 6, c'est-à-dire qu'on fait le suivi. Et en fait, après, ça se boucle en permanence tous les ans, en vue effectivement d'accompagner vers les objectifs du décret éco-énergie tertiaire. Et si ces objectifs sont atteints tout de suite, tant mieux. Et c'est effectivement les maintenir à bas niveau et éviter des effets rebonds.